Le Hezbollah a de nouveau été humilié par une frappe aérienne israélienne dans le sud du Liban qui a éliminé Hassan Abbas Ez Eldin, un haut responsable de l'unité de défense aérienne du Hezbollah. Ce n'est qu'un des nombreux signes indiquant que nous nous dirigeons vers une nouvelle ère au Liban. Nous vous parlerons d'un autre signe, le geste qu'Israël a fait à l'égard du nouveau président du Liban. À côté, les forces de défense israéliennes ont mené des dizaines de raids sur des avant-postes syriens dans une vaste zone située à l'intérieur du territoire syrien, principalement dans la zone tampon près de la frontière, mais aussi plus au nord. Environ 40 000 civils syriens vivent dans cette zone et Israël a procédé à des réparations d'infrastructures pour les aider à effectuer des travaux agricoles et pour améliorer leur qualité de vie. Pendant ce temps, le président intérimaire syrien, Abu Mohammad al-Julani, a publié une déclaration disant que le massacre contre les Alaouites menace la mission d'unification de la Syrie, comme il l'a dit, et a accusé les groupes soutenant Assad d'avoir déclenché l'effusion de sang, mais a admis qu'il y avait eu des actes de vengeance par la suite. Ailleurs en Syrie, selon des publications d'Al Jazeera, un nouvel accord a été signé entre le gouvernement syrien et les dignitaires locaux et la direction du gouvernement Al-Saweda dans la région de Jabal al-Drouz, près de la frontière avec la Jordanie. Cet accord conduira à l'intégration complète du gouvernement dans les institutions de l'État syrien. Au sud d'Israël, les Houthis du Yémen ont annoncé la reconduction du blocus maritime contre Israël et il y a lieu de craindre qu'ils ne reprennent également leur campagne de tir de missiles balistiques contre l'État hébreu. Tsahal se prépare à cette éventualité en plaçant les unités de défense aérienne en état d'alerte et en diffusant des avertissements au public. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous donnera un aperçu approfondi du changement de pouvoir dans notre voisinage. Le président iranien Massoud Pezeshkian a fait une déclaration provocante au président américain Donald Trump cette semaine, affirmant qu'il ne négociera pas sous la menace et défiant Trump de faire ce qu'il veut. Y aura-t-il un nouvel accord nucléaire avec l'Iran ou une offensive contre le programme nucléaire iranien? Mati nous en parlera. Et bien sûr, nous vous donnerons les dernières informations sur ce qui se passe avec le Hamas dans la bande de Gaza. Car malgré les tentatives de médiation égyptienne, le Hamas durcit sa position et insiste pour conserver ses armes. Le Hamas est sur les nerfs et en pleine ébullition. Et ce scénario inquiète les forces de défense israéliennes. En attendant, l'accord sur la libération des otages est une étape importante pour Israël avant des défis militaires et diplomatiques qui nécessitent une coordination précise. Alors que la délégation israélienne à Doha, au Qatar, tente de parvenir à un accord, le pessimisme règne quant à la mise en œuvre des grandes lignes de Witkoff et d'une proposition de petite phase de libération. Witkoff lui-même a atterri au Qatar pour participer aux négociations, mais les responsables israéliens ont du mal à croire que le Hamas acceptera la proposition actualisée de l'envoyé de Trump de libérer les otages à main levée dès le premier jour de la prolongation du cessez-le-feu. Pendant ce temps, au cours de l'opération dans le nord de la Samarie, les forces de Tsahal ont éliminé plusieurs terroristes armés. En outre, les forces ont arrêté 10 autres terroristes, dont un haut gradé, et ont détruit des véhicules équipés d'armes destinés à commettre des attentats. La situation est très tendue et nous avons beaucoup à dire, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au jour 523 de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, toutes les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui opèrent sous le commandement du corps des gardiens de la révolution iranien qui est à la tête de l'axe du mal au Proche-Orient. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement si ce n'est déjà fait afin de ne plus jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Vous n'avez pas encore participé? Devenez un soutien précieux pour TBN francophone. Rendez-vous sur notre site web tbnfr.org pour nous soutenir mensuellement ou ponctuellement. Après une longue pause sur le front yéménite, l'armée de l'air se prépare à l'éventualité que les Houthis mettent leurs menaces à exécution dans les prochains jours et tentent de tirer des missiles balistiques sur Israël. Vendredi dernier, le chef des Houthis, Abdul Malik al-Houthi,
a annoncé la reprise des opérations maritimes contre les navires israéliens si, dans les 4 jours, l'aide n'est pas acheminée vers la bande de Gaza. Une menace similaire a également été proférée le mois dernier. Si le cessez-le-feu à Gaza ou au Liban s'effondre, les missiles tirés depuis le Yémen reprendront. Rappelons également qu'Israël a attaqué les Houthis au Yémen à 5 reprises au cours de la guerre, mais qu'il menace maintenant d'une deuxième série de frappes malgré la destruction massive de certains de leurs principaux atouts. La dernière fois qu'Israël a frappé au Yémen, c'était le 10 janvier de cette année, quelques jours avant le changement d'administration à Washington. Les Houthis ont déclaré que les attaques contre les navires israéliens entrant et sortant de la mer Rouge reprendraient immédiatement et ils ont également menacé de recommencer à tirer des missiles et à lancer des drones sur Israël. L'armée de l'air prend très au sérieux les menaces en provenance du Yémen et a décidé de prendre une série de mesures pour accroître son niveau de préparation, notamment en plaçant les unités de défense aérienne en état d'alerte maximale. On peut supposer que le Hamas a demandé aux Houthis de reprendre leurs attaques contre Israël afin de faire pression sur eux pour qu'ils ne reprennent pas les combats dans la bande de Gaza. Par ailleurs, le mois dernier, de hauts responsables des Houthis ont proféré une menace similaire. Si le cessez-le-feu à Gaza ou au Liban s'effondre, les tirs de missiles en provenance du Yémen reprendront. Israël a déclaré qu'il y avait une coordination étroite avec le commandement central des États-Unis pour un tel scénario. Et Israël compte sur une réponse américaine beaucoup plus sévère contre les Houthis que ce qui a été fait sous le président Biden. L'administration du président Donald Trump a déjà déclaré les Houthis comme une organisation terroriste et a imposé des sanctions aux dirigeants Houthis au cours de son premier mois de mandat. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement avec les Houthis et leurs maîtres iraniens. Et comme toujours, nous vous demandons de nous aider en partageant nos vidéos sur YouTube, en nous suivant sur les médias sociaux et en vous abonnant à cette chaîne. Mardi, un avion israélien a effectué une frappe ciblée, guidée par les services de renseignement militaires dans la région de Nabatiya, dans le sud du Liban, tuant Hassan Abbas Ezzeldine, responsable des systèmes de défense aérienne de l'unité régionale Badr du Hezbollah. Il a servi pendant de nombreuses années de centre de connaissances dans le dispositif de défense aérienne du Hezbollah et a dirigé les efforts visant à le reconstruire après qu'il ait été considérablement endommagé au cours de cette guerre. Dans le même ordre d'idées, Israël a pris cette semaine une mesure diplomatique qui montre à quel point le Hezbollah est humilié et mis à l'écart. Des pourparlers quadripartites se sont tenus mardi à Nakoura, au Liban, en présence de représentants de Tsahal et de représentants militaires du Liban, des États-Unis et de la France. Cette réunion a abouti, entre autres, à la libération de 5 prisonniers de sécurité détenus par Israël et remis aux autorités libanaises en signe de bonne volonté. Et l'on espère que cette première réunion pourrait être la première étape d'un processus qui aboutira à une normalisation complète entre Jérusalem et Beyrouth. La libération de 5 détenus libanais a une signification qui va au-delà d'un geste de confiance habituel comme première étape au début des pourparlers entre les parties. Le geste israélien vise à renforcer le nouveau président du Liban, Joseph Aoun, dans l'opinion publique libanaise, tout en mettant le Hezbollah sur la touche. La libération des détenus libanais comme point de départ des pourparlers avec Israël permet au président Aoun de présenter au public un résultat significatif et de faire passer le message que ce résultat a été obtenu sans tirer un seul coup de feu, sans confrontation militaire avec Israël, mais plutôt par des pourparlers avec Israël, ce que le Hezbollah n'a pas réussi à faire par l'escalade militaire. La prochaine réunion, dont la date n'est pas encore fixée, devrait se dérouler dans un format différent et avec une composition différente, incluant des responsables politiques, ce qui marque un changement stratégique des pourparlers entre Israël et le Liban vers une voie politique. Les responsables israéliens estiment que les pourparlers avec le Liban seront longs et compliqués, et que le processus prendra des mois, mais qu'il promet en fin de compte une avancée diplomatique régionale spectaculaire, la normalisation des relations après de nombreuses années de conflits et l'élimination du Hezbollah et par extension de l'Iran de l'équation. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant de tous les développements à la frontière libanaise. Et comme toujours, nous vous demandons de continuer à répandre la vérité, de partager et de nous suivre et surtout de cliquer sur le bouton s'abonner. Nous passons maintenant à Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient. Hier,
le président iranien Massoud Pezeshkian a lancé un défi public au président américain Donald Trump en disant « Nous ne négocierons pas sous la menace, faites ce que vous voulez ». Alors que la Maison-Blanche laisse entendre qu'elle n'exclut pas une attaque si Téhéran ne s'assoit pas pour formuler un nouvel accord nucléaire, il semble que toutes les cartes soient en train d'être rebattues dans notre voisinage, le Moyen-Orient. Mati, explique-nous ce qui se passe. Aujourd'hui, ils ont à nouveau parlé d'un sujet que nous avons déjà abordé à maintes reprises. La poussée du régime islamique iranien pour se doter d'une capacité nucléaire. Pendant la majeure partie de ma vie, le gouvernement iranien a cherché à se doter d'une capacité nucléaire militaire. Il l'a fait sous le couvert de programmes civils, mais il est clair depuis le début que son objectif est unique et qu'il s'agit d'une capacité nucléaire qui sera utilisée comme option militaire contre Israël et les États-Unis. Ils ont toujours dit, depuis le tout premier moment, que leur but est de l'utiliser comme bombe nucléaire contre Israël, de détruire les États-Unis, les deux Satans, selon leur terminologie, et de mettre fin au mode de vie occidental tel que nous le connaissons. C'est donc le début de toute cette conversation. Mais pour l'instant, nous sommes dans une situation unique. Nous sommes à un point où les relations entre les États-Unis et le président Trump, les Iraniens, la nouvelle implication de la Russie, dont nous avons parlé dernièrement, et bien sûr, la nouvelle position d'Israël sur la question de la paix et de la sécurité. Et bien sûr, la nouvelle position d'Israël au Moyen-Orient, qui est beaucoup plus dure sur ce genre de questions. Tous ces éléments combinés nous placent dans une situation unique où les Iraniens doivent décider s'ils poursuivent leur programme nucléaire d'une manière ou d'une autre. Il y a une agence internationale. Nous vivons dans un monde plein d'acronymes. Elle s'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle supervise la prolifération, l'utilisation ou le développement des capacités nucléaires. Elle aurait dû superviser les Iraniens. Et elle a essayé de le faire. Et elle dit que les Iraniens ont dépassé un seuil qui leur permet maintenant d'être très proches du niveau nucléaire ou du niveau d'enrichissement de l'uranium de qualité militaire. Rappelons qu'une bombe nucléaire destinée à Israël ou à tout autre pays comporte 3 éléments. Le premier est l'uranium enrichi, le deuxième est l'ogive et le troisième est le vecteur. Aujourd'hui, les Iraniens disposent d'environ 1,5 élément. Ils ont un peu d'uranium enrichi et ils ont surtout, principalement le vecteur. Il leur manque l'ogive, mais c'est quelque chose qui peut être acheté sur étagère à des pays qui sont prêts à céder leur technologie ou qui peut être développé dans un délai relativement court. Voilà donc le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ces dernières semaines, depuis l'entrée en fonction du président Trump, nous avons eu une conversation totalement différente sur les Iraniens. Contrairement à l'administration Biden, ils ont tenu des propos très différents. Le discours de la Maison-Blanche est qu'il y a 2 façons très claires et distinctes de traiter les Iraniens en ce qui concerne leur programme nucléaire. L'une d'entre elles est la voie de la pression financière. La pression financière, c'est plus de sanctions, plus de pression, plus d'exclusion du commerce international, plus d'interdiction d'utiliser des intermédiaires, des tiers et d'autres pays pour vendre leur pétrole en particulier. Toutes ces mesures exerceraient une pression financière incroyable sur le gouvernement iranien et pourraient le renverser ou, du moins, les empêcheraient de mettre en œuvre leur réseau de terrorisme. Mais il y a une autre voie qui est sur la table. Et la voie sur la table est l'option militaire. C'est une option que le gouvernement américain, en collaboration avec Israël, propose depuis un certain temps. Les Iraniens n'ont pas accepté toutes ces pressions sans réagir. Ils ont été très proactifs en déclarant qu'ils n'aimaient pas ce type de négociation. En même temps, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel pour les Iraniens, c'est-à-dire gagner du temps et tirer sur la corde. C'est une tactique privilégiée par le gouvernement iranien. Ils ont remarqué que les pays occidentaux, et en particulier ceux qui ont des élections démocratiques, perdent patience avec le temps et ne peuvent pas faire traîner pendant des années les négociations sur le traité nucléaire et leur programme nucléaire. L'Occident veut parvenir à un accord rapide. Même le président Trump, même Israël, après cette guerre de 15 ou 16 mois à ce stade, même ces 2 pays ont encore besoin d'une victoire rapide. Nous ne voulons pas attendre 1 an, nous ne voulons pas attendre 3 ans, nous la voulons maintenant, et les Iraniens le savent. Et ce qu'ils ont fait encore et encore, c'est de la tactique dilatoire. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait un nombre incalculable de fois. Ils sont passés maîtres dans l'art de la négociation. D'ailleurs, au Moyen-Orient, c'est bien connu. Les Iraniens sont connus pour leur capacité à négocier. Ce sont les commerçants de cette partie du monde. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec la communauté internationale. Les Israéliens et les Américains craignent maintenant qu'ils essaient à nouveau de le faire.
Il faut réagir rapidement à cette tactique. Le gouvernement américain doit lancer une incroyable campagne de pression maximale, combinée à la menace d'une attaque de l'armée de l'air israélienne, afin de pousser les Iraniens à mettre un terme à leur plan nucléaire. Leur mouvement djihadiste islamique a fixé ses objectifs et adopté une ligne de conduite qui ne fait qu'une chose, répandre la mort et la destruction dans tout le Moyen-Orient. Et ils l'ont fait avec constance. Ils ont consacré une grande partie de leurs finances, de leurs biens et des meilleurs cerveaux de leur pays à faire exactement cela, à apporter la mort et la destruction d'abord à leur propre peuple et ensuite au Moyen-Orient. Ils sont à l'origine de mouvements tels que le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et d'innombrables autres facteurs de déstabilisation dans cette région. Et une bombe nucléaire pour les Iraniens serait impossible à gérer pour Israël. Pour une fois, et c'est la première fois depuis très longtemps, Israël n'est pas seul à menacer d'attaquer le programme nucléaire iranien. Les États-Unis ont été incroyablement fermes sur ce sujet et ont encouragé exactement cela. Il y a une autre chose qu'il est important de comprendre à propos de toute cette question du nucléaire iranien. Pour que les Saoudiens participent à la prochaine phase des accords d'Abraham, pour qu'Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et d'autres pays de la région parviennent à un accord de vertu, de commerce et de coopération, il faut que la question iranienne soit résolue. On peut voir qu'ils savent qu'il s'agit d'une affaire sérieuse. On peut voir qu'ils sont inquiets et qu'ils devraient l'être. Le président Trump a été incroyablement ferme dans ses déclarations et dans les mesures qu'il a prises contre d'autres pays. Et son soutien à Israël pour se défendre contre la menace iranienne est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. J'espère donc, je prie pour que ce soit exactement ce qui se passe. D'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose que nous allons suivre. N'oubliez pas de nous suivre, de partager, de vous abonner et de nous suivre également sur d'autres réseaux sociaux où nous faisons des mises à jour quotidiennes et brèves pour rester au courant de tout ce qui se passe dans cette partie du monde. Revenons à Yair. Nous allons parler du Moyen-Orient. Merci beaucoup Mati d'avoir clarifié ce qui se passe au Moyen-Orient. Continuez à répandre la vérité, partagez nos vidéos sur YouTube et suivez-nous sur les médias sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour rester à l'écoute de la vérité en temps réel. Passons maintenant aux événements dans la bande de Gaza. Les médias arabes rapportent que 5 terroristes du Hamas ont été éliminés mardi lors d'une frappe aérienne des forces israéliennes près du corridor de Nusirat. Cela s'est produit malgré un cessez-le-feu qui dure depuis 10 jours déjà, au cours desquels l'organisation terroriste meurtrière du Hamas n'a pas rendu d'otages. Comme toujours, le Hamas a publié une déclaration officielle déconnectée de la réalité, affirmant qu'Israël continue de fermer complètement les points de passage dans la bande de Gaza et d'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire, ce qui constitue une violation de l'accord de cessez-le-feu. Voilà pour les déclarations du Hamas. Passons maintenant au sujet brûlant de cette semaine. Israël va-t-il reprendre les combats et les manœuvres terrestres sur le territoire de Gaza ou poursuivre un autre accord pour la libération des otages israéliens? À Doha, au Qatar, les négociations entre Israël et le Hamas ont repris par l'intermédiaire de médiateurs dans le cadre d'un effort conjoint israélo-américain visant à étendre la phase A de l'accord en échange d'un cessez-le-feu jusqu'à la fin de la Pâque. Toutefois, la véritable raison de l'impasse dans laquelle se trouve la fin de la guerre est restée en arrière-plan. Le refus du Hamas de déposer ses armes et de renoncer au contrôle militaire et civil de la bande de Gaza. Le Hamas se considère comme encouragé par le cessez-le-feu qui a été établi avant qu'il ne soit vaincu. Il a en effet subi de lourdes pertes qui ont neutralisé environ l'autre moitié de ses forces. Mais il continue de donner l'impression de contrôler la force militaire en organisant des cérémonies de libération d'otages. Plus généralement, il aime présenter une image optimiste avec l'aide de ses porte-paroles tels qu'Al Jazeera. Mais ils ont un gros problème car même les Saoudiens et les Émiratis s'opposent à ce que des armes soient laissées aux mains du Hamas. Toutes ces pièces mobiles et ces déclarations contradictoires compliquent grandement les efforts pour parvenir à un compromis, mais les Égyptiens essaient. Dans le document cadre pour la reconstruction de la bande de Gaza, il est notamment indiqué que le principe d'une seule arme doit être préservé, c'est-à-dire que seul le corps dirigeant aurait le droit de porter des armes. Le document présentait également l'idée que la Jordanie et l'Égypte formeraient et, selon les déclarations égyptiennes, ont en fait déjà commencé à former des forces palestiniennes indépendantes pour maintenir l'ordre. Un autre problème majeur est la demande d'Israël que les dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza partent en exil comme condition pour mettre fin au combat. Par le passé,
Les Égyptiens ont donné au Hamas l'assurance que la sécurité de ses dirigeants serait garantie s'ils renonçaient au contrôle de la bande de Gaza et partaient en exil, mais le Hamas rejette totalement cette idée. La nouvelle proposition prévoit l'exil d'un nombre limité de hauts responsables de l'aile militaire vers une destination secrète, avec des garanties américaines qu'Israël ne les assassinerait pas, mais le Hamas s'oppose également à cette idée. Pour mémoire, la position officielle d'Israël, telle que déclarée par le porte-parole du Premier ministre Omri Dosti, est d'adhérer au plan Trump, c'est-à-dire d'évacuer la bande de Gaza pour la reconstruire. Une source israélienne a déclaré qu'en Israël, les efforts se concentrent sur la possibilité de libérer autant d'otages vivants que possible. S'il s'avère que l'accord ne permet pas d'en libérer davantage, il n'y aura pas d'autre choix que de reprendre les combats pour nettoyer la bande de Gaza. Cependant, il est important d'avoir une vue d'ensemble. De la libération de la moitié des 59 otages vivants et des dépouilles de ceux qui sont morts en captivité en une seule fois, à la libération de 10 otages vivants sans mention des dépouilles, en passant par des phases individuelles avec un nombre imprécis de personnes libérées, il y a eu beaucoup d'opinions différentes pour mettre fin à ce conflit. Toutefois, le président des États-Unis Donald Trump a effectivement lancé un ultimatum au Hamas, exigeant la libération de tous les otages et déclarant qu'il s'agissait du dernier avertissement. Mais dans la pratique, lors des pourparlers de Doha, les parties discutent de la libération d'un nombre beaucoup plus restreint d'otages. Au début du mois, Israël a également annoncé qu'il acceptait les grandes lignes de l'envoyé américain Steve Witkoff. Au-delà de tout cela, la situation dans laquelle se trouvent les forces de la bande de Gaza est préoccupante d'un point de vue militaire. Les tentatives du Hamas de se préparer à la guerre sont claires. Elles se sont intensifiées ces derniers jours d'un cran, voire de plusieurs, et l'armée de l'air israélienne a frappé à plusieurs reprises les terroristes, préparant des pièges à utiliser contre les troupes de Tsahal si et quand les combats reprennent. Mais un scénario en particulier que les commandants ont imaginé est que les terroristes tentent d'infiltrer l'une des forces et de mener une attaque spectaculaire ou même d'enlever un soldat. Cela pourrait porter atteinte au moral d'Israël, mais aussi l'entraîner dans une guerre à grande échelle, ce qui n'est actuellement pas adapté au plan d'Israël. Israël considère la libération des otages comme une étape importante pour permettre une manœuvre terrestre efficace à l'avenir. De plus, les récentes mesures prises par Israël, notamment l'arrêt de l'aide humanitaire et la coupure de l'électricité, ne sont pas des actions qui exerceront une pression sérieuse sur le Hamas dans un avenir proche. En effet, la plupart des bâtiments encore debout à Gaza sont reliés à des systèmes d'énergie solaire. Depuis un certain temps, les habitants de Gaza ne dépendent plus de l'électricité du réseau et préfèrent l'alternative des panneaux solaires placés sur presque tous les toits. En outre, on estime que le Hamas a stocké suffisamment de nourriture et d'eau à Gaza pour tenir au moins 4 mois, voire plus. Par conséquent, Tsahal se prépare à une deuxième série de combats pas si simples dans la bande de Gaza. Alors s'il vous plaît, continuez à diffuser la vérité, partagez et suivez-nous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, car nous avons besoin de vous pour informer un plus grand nombre de personnes sur ce qui se passe en Israël. Au cours de l'opération menée dans le nord de la Samarie, des soldats des commandos Ya'alam et Oudevan, guidés par le Shin Bet, ont affronté plusieurs terroristes armés qui s'étaient barricadés dans un bâtiment à Jénine et avaient tiré sur les forces. À la fin de l'échange de tirs, 2 des terroristes ont été éliminés et un autre terroriste a été blessé. 10 autres terroristes ont été arrêtés lors de l'incident, ainsi que Liwa Jahaz, un haut responsable de l'infrastructure terroriste, à Jénine. Les unités et les combattants de l'Udevan opérant à Jénine ont également éliminé un autre terroriste qui avait ouvert le feu sur eux lors d'un autre incident. En outre, les forces de sécurité ont trouvé à Jénine 2 véhicules contenant des armes destinées à être utilisées pour mener des attaques contre Israël et les forces de Tsahal. Selon une déclaration commune des forces de sécurité, les terroristes ont été arrêtés et les armes saisies ont été remises au Shin Bet pour traitement et interrogatoire. Cette opération n'a fait aucune victime parmi les forces de l'armée israélienne. Nous n'avons plus de temps et je n'ai pas pu vous parler de ce qui se passe en Syrie.
Nous suivrons de près l'évolution de la situation dans ce pays. Si les choses se mettent à bouger rapidement, nous vous ferons un reportage spécial ce week-end. Restez donc connectés à notre chaîne YouTube TBN francophone et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et le plus important de prier pour la paix à Jérusalem.